venir la lumière. Excusez-nous, on ne vous a pas présenté. Mesdames, Messieurs, Annie Ernaux. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très émue de vous voir tous là. Et je ne sais pas quoi dire, je vais parler un peu du film, mais votre accueil me fait chaud au cœur. Voilà. Bon, c'est moi qui commence. C'est bon, je peux commencer. Oui, je peux. On n'a pas fait du tout les présentations. Corinne Bob, déléguée générale des rencontres du cinéma documentaire. Alexis Lorca, vice-président culture d'Est-Ensemble et maire adjointe à la culture de la ville de Montreuil. Et Dominique Cabrera, réalisatrice. Et Stéphane Goudet, directeur du festival. Du cinéma. Allez, 3 mots de présentation. 3 mots, 2 mots très émus. Donc, merci infiniment d'être là. C'est une avant-première des années Super 8 qui vont sortir en salle, qui a été réalisée par Annie Ernaux et son fils, David Ernaux. C'est plutôt l'inverse, hein. Il a réalisé et moi j'ai écrit le texte. Oui, mais vous êtes tous les deux. Oui, vous êtes crédités tous les deux. Pardon, vous êtes crédités comme auteurs tous les deux. Oui, voilà. Et nous parlerons de ça après, si vous voulez bien, de la manière dont ça s'est fait entre vous après le film. Voilà, je suis ravie bien sûr de recevoir Annie Ernaux, de recevoir le film qui entrait un bel endroit dans la thématique. Il était 2 fois, des films réalisés à partir d'images préexistantes et ici d'images amateurs. Les images amateurs, c'est une matière magnifique pour réécrire un récit. Et là, c'en est un joli exemple. Donc je suis très très contente d'accueillir le film, d'accueillir Annie Ernaux. Quoi dire d'autre que oui, je dis toujours ça, Annie, alors je vais faire comme d'habitude. Comme le film concourt pour le prix du public, vous remplirez un petit papier à la sortie. Les jeunes gens vous poursuivront pour que vous le remplissiez. Hein, vous leur ferez bon accueil. Voilà, et puis aussi, je vous dis qu'en avant-séance, vous savez qu'on fait un appel à film court et vous y répondez très gentiment. Et juste avant le film, il y aura un tout petit film avant, très court, et je chausse les lunettes, ce sera Bérénice de Mégane Verdier. Voilà, et puis juste 2 mots avant le film. Oui, 2 mots, je crois qu'il n'y a pas de présentation à faire. Je crois que le film, dès les premières images, vont vous mettre dans l'époque et dans l'atmosphère, je crois, du film. Voilà, on va se voir après pour en parler avec plus de pertinence. Alexis, quelques mots. Moi, je voulais évidemment, au nom des Montreuilloises, des Montreuillois, puis de la municipalité, vous souhaiter la bienvenue et vous dire à quel point, moi je suis très émue aussi, hein, franchement, que vous soyez là et que je crois que c'est la seule salle de cinéma où vous allez être présente. Vous partez en Suède bientôt, donc vraiment merci. Puis je voulais vous dire aussi, quand on a appris que vous aviez le Nobel, sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux, en tout cas moi, mes amis et sur les textos, ça n'a pas arrêté, quoi, parce que dans cette période qui est quand même particulièrement lourde pour tout le monde, quand on a appris que vous aviez le Nobel, mais c'était un truc quoi. Ça a illuminé vraiment la période. Et puis vous dire aussi que voilà, on a cette énorme chance d'avoir nos cinémas publics sur ce territoire d'Est-Ensemble, à Montreuil évidemment avec le Méliès, que c'est pas toujours facile de tenir ces politiques publiques de la culture et notamment avec des cinémas publics, et que des artistes comme vous viennent honorer ces cinémas, c'est une force énorme que ça nous donne. Et ça nous donne aussi énormément de force d'avoir tous ces spectatrices et ces spectateurs,
parce que vous répondez présent, je vais le redire parce que je crois que c'est important. Quand en France, au niveau national, la baisse de fréquentation des cinémas actuellement est de 30%, dans ce cinéma et dans les cinémas d'Est Ensemble, donc dans nos cinémas publics, la baisse, elle est de moins de 8%. Ce qui prouve à quel point... 6 maintenant. 6, Ah oui, voilà. 6. Et on a Voilà. passé les 2 millions de spectateurs au Méliès, voilà. Et que ces cinémas nous permettent aussi d'avoir sur Est Ensemble, je vais faire un cours, hein, vous inquiétez pas, je ne veux pas vous faire un cours, mais je suis assez passionnée par le sujet. On a 6 salles de cinéma, ce qui représente 13 salles. On est sur à peu près 400 000, un peu plus de 400 000 habitants, et on a tous les ans 100 000 jeunes et enfants qui ont, grâce à nos cinémas, qui bénéficient de l'éducation à l'image, qui me semble essentielle dans la période et dans toutes les périodes. Donc voilà, je tenais à vous dire ça, et votre présence, ça nous redonne, et ça nous donne en tout cas beaucoup de force. Voilà. Et je voulais finir en disant, parce que ça je le dis toujours, si on arrive à mener ces politiques, c'est parce qu'il y a des artistes, c'est parce qu'il y a des femmes et des hommes comme vous, Annie Ernaux, c'est aussi parce qu'on a des agents du service public, comme Stéphane, comme toute l'équipe du Méliès. Et donc je vais finir en disant vive les artistes, vive les fonctionnaires et vive Annie Ernaux. Et merci. Le film n'existerait pas non plus sans son producteur. Il est là, David Thion, producteur du film. Et il ne serait pas arrivé jusqu'à Montreuil sans cette distributrice, Elisabeth Ebona, de New Story. Et pour conclure cette présentation, quelques mots de Dominique Cabrera. Eh bien, moi je suis une fan de base d'Annie. Et évidemment, je suis très émue d'avoir été conviée à venir à ses côtés pour essayer de, je ne sais pas, lui tenir compagnie. En gros. Oui, Annie, juste un mot, mais je crois que je me fais peut-être l'interprète de tous. Moi, j'ai eu l'impression, depuis toujours, en lisant vos livres, que vous avez trouvé les mots que je cherchais à formuler. Et quand vous avez eu ce prix Nobel, j'ai eu l'impression qu'on l'avait un peu avec vous. Merci de nous emmener un peu avec vous à Stockholm. Oui, moi aussi, j'ai eu cette impression. C'est-à-dire, c'est un Nobel collectif quelque part. Et avec la joie dont vous parlez, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Voilà. Merci, à tout à l'heure. Elle a fini de manger. Corinne Bopp, Dominique Cabrera et Annie Ernaux. Alors, Annie, c'est moi qui vais avoir la lourde tâche de la première question. Soyez tous bienveillants et indulgents avec moi. En fait, je voudrais un peu paraphraser Régis Sauder avec son film, et parce que je voudrais vous demander, est-ce que vous avez aimé faire du cinéma avec ses contraintes, des choses particulières par rapport à la littérature, et puis aussi ses rites, Cannes,
tout ça. mais il y a deux choses là-dedans. Il y a le travail d'écriture. À partir des images, c'est un travail tout à fait intime qui ne ressemble pas à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je m'installe devant une feuille et puis j'écris et d'après mon désir, ma mémoire, eh bien, et là évidemment j'avais des contraintes. La contrainte, ce sont les images qu'avait tournées mon mari. Et c'est bon, une fois que je les ai remises dans l'ordre chronologique, car pour moi, l'ordre le plus significatif, c'est l'ordre chronologique parce que c'est l'ordre du temps, celui qui est cette donnée immédiate de la conscience qui fait que eh bien, les enfants vont grandir, les grands-parents vont disparaître, et donc j'ai remis dans l'ordre chronologique, et puis, eh bien, j'ai évidemment, et c'est un va-et-vient entre l'écriture et ce que je voyais, et il y a un travail qui est vraiment très, très particulier, c'est-à-dire de ne pas me laisser aspirer par l'image, mais au contraire de la resituer par rapport à ma propre histoire, par rapport à l'époque, par rapport à notre vie familiale, à notre situation aussi de cadre. Voilà, donc tout cela, c'est un travail que je n'avais jamais fait. Voilà. Et vous me demandiez si j'ai aimé, c'était très excitant. C'était bon, je n'aurais pas de moi-même certainement choisi de faire ça. C'est une demande de mon fils, vraiment, qui me demande, qui me dit voilà, ce serait bien de faire un film avec nos films Super 8. Et je dis ah bon, et puis il me dit mais tu vas écrire. Alors, je trouve ça, c'est un grand, d'un seul coup, c'est un grand blanc. et puis je l'ai fait, et j'ai trouvé effectivement, je veux dire vraiment, oui, comme d'un travail nouveau. Et à mon âge, on ne fait pas forcément des choses toujours nouvelles. Voilà. Oui, mais alors, moi, je me demande si c'était si nouveau que ça. Parce que, d'abord, je trouve que dans ce que vous écrivez, parfois, il y a vraiment une écriture photographique. Par exemple, Regarde les lumières, mon amour, ou bien le film où vous décrivez vos trajets en banlieue, ou bien le livre avec Marc Marie. Oui. C'est donc un livre composé de photographies et de textes. 14 photographies prises après un moment amoureux. Donc, en fait, Annie, vous avez travaillé sur la photographie. Sur la photographie, mais pas le film. Et alors, quelle est la différence pour vous? Le film, ça bouge. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... c'est une attention qui est beaucoup plus aiguë, je trouve. Et je me sens pas... Peut-être parce que c'était nouveau pour moi, je me sentais plus inconfortable que devant la photo. Parce que la photo, on peut la saisir. Et puis d'une certaine façon, peut-être que, justement, quand je disais écriture photographique, ouais, je me permets de revenir là-dessus, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment certains de vos livres, ou certaines parties de vos livres, qui sont vraiment quasiment photographiques dans l'écriture. Moi, j'ai l'impression que, parfois, vous vous livrez à vraiment des prises de photographie, des croquis, qui vraiment sont proches de ce que je fais, moi, quand je fais de photographie au café. Vous vous intéressez aux autres comme pour les capter dans votre livre. Alors, oui, je pense que l'écriture, pour moi, doit faire voir. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et j'ai une forme de réalisme d'écriture, des détails, par exemple. Des détails. Je sais que dans
oui, la mort de mon père, c'est des détails qui sont restés, donc il faut absolument qu'ils soient présents dans le texte. Oui, qui sont documentaires. Oui, c'est ça. Ils étaient vrais. Oui, c'est ça. Et votre livre, vos mots en font preuve. Oui, mais je n'invente pas ça. Vous savez, je le dis, et c'est vrai, je n'invente pas. Et même un détail, ce qui fait penser d'ailleurs à un film de Truffaut, L'homme qui aimait les femmes. À un moment, il change la couleur des chaussures. Oui. Vous vous rappelez ce passage? Très bien. Voilà. C'est drôle, je voulais vous en parler. Ah, voilà. Mais Moi, je rebondis sur l'écriture doit faire voir, sauf si tu veux enchaîner. oh non, mais Parce que je pense que le film fait un peu le contraire de ça. Voilà. Et j'ai envie de parler de ça. Exactement à mi-film, il y a une phrase, c'est pendant le voyage en Albanie, qui est « Le pays réel était sur une autre scène à laquelle nous n'avions pas accès Oui. ». Et j'ai le sentiment que cette phrase, elle est assez clé pour parler à la fois des séjours à l'étranger, fondamentalement, à l'exception du Chili et de son utopie liée à Allende, tous les séjours ont lieu dans des espaces clos au monde extérieur, y compris à commencer par le Maroc. Oui, Maroc. Mais sinon, c'est des tours organisés avec un espace très très contraint de liberté, et donc on ne voit que ce qu'on veut bien nous montrer, y compris en URSS, et qu'en fait ce statut-là, c'est-à-dire d'aller voir le monde pour en fait n'en rien voir, parle beaucoup aussi de ces images-là, de la vie familiale, parce que fondamentalement le film est fondé sur ce qu'on a bien envie de montrer aux autres, et du coup cache précisément tout ce qu'on n'a pas le droit de voir vraiment, tout ce qu'on ne filme pas, au point de parler finalement beaucoup de ce qu'on ne filme plus, dès lors que les visages ne sont plus filmés, dès lors que les liens se distendent avec l'époux. Donc voilà, j'ai envie de parler de ça dans le film, c'est-à-dire comment le film est d'une certaine façon fondé sur l'évidement du voir. Ça vaut y compris pour ce qui est dans l'image, parce que ce que vous dites des gens dans l'image, c'est que finalement ils finissent par s'absenter eux-mêmes, ce qui est votre cas, vous dites absente à l'image alors que vous êtes dans le cadre, et ce qui est d'une certaine façon aussi le cas de votre mari, qui finit par d'abord être peu présent, un peu fantomatique, puisqu'il est celui qui enregistre, et ensuite vous finissez par dire qu'il finit lui-même par être absent. Voilà, et donc j'ai l'impression qu'en fait le film est beaucoup fondé, et l'émotion du film, en tout cas la mienne, est beaucoup fondée sur cette tension avec en réalité le non-voir, enfin tout ce qui n'est pas donné à voir et qui finit par se révéler par toutes petites touches. Il est certain que moi-même, en regardant ces films, vous éclaircissez le sentiment que je pouvais avoir. C'est-à-dire que, en fait, on peut dire on n'a rien vu à Hiroshima, mais on n'avait rien vu en Albanie, et on n'a rien vu au Maroc non plus, en URSS, pas davantage. Et effectivement, ça dit beaucoup aussi sur ces voyages, bien sûr. Alors on voyageait beaucoup à l'époque, mais en fait on ne voyageait pas forcément pour voir. On croyait voir, on croyait filmer. On a filmé quand même, mais pas comme on l'aurait voulu. c'est-à-dire dans l'écriture, en fait, vous travaillez sur la photo de rue, et là, on a affaire à des films de famille. Et les films de famille filment le bonheur, et ils ne vont pas travailler sur le réalisme comme la photo de rue. Ah, du tout. Et donc vous vous êtes trouvé prise à devoir dire des vérités avec un support qui masquait le principal. Et qui masquait le principal, mais ça j'en avais conscience, et immédiatement j'ai pensé que je devais montrer l'envers du décor. Ça pour moi c'était évident, donc me mettre en scène, ça aussi, c'était alors que je ne suis pas précisément toujours présente à l'image, modérément, par rapport aux enfants je le suis peut-être même un peu moins, mais voilà, il fallait que j'étais la voix qui pouvait déchirer en quelque sorte de l'image. Oui, alors je me suis posé une question justement par rapport à ce livre, L'usage de la photographie, donc avec Marc Marie, où vous allez assez loin dans la représentation, enfin dans la recherche de représentation qui est représentable, sexuelle, amoureux. Et là, alors que vous parlez d'une vie amoureuse, vous restez sur le seuil. Je me suis demandé pourquoi. Est-ce que c'est pas le fait de faire un film? Vous avez fait quand même 2 œuvres à 4 mains.
l'usage de la photographie, et ce film-là, l'un avec quelqu'un que vous aimiez, l'autre avec votre fils. Est-ce que c'est pas le fait de travailler avec votre fils qui vous met dans une certaine pudeur? Je m'excuse d'aller un peu là. Non, tout à fait. Non, parce que je n'ai pas travaillé avec lui. Hein. C'est-à-dire qu'il m'a laissé l'entière liberté d'écrire le texte, et il prendrait le texte quand il serait fini. Il n'avait aucun regard sur l'écriture du texte, le temps qu'elle a duré, dont je me souviens plus vraiment, en 1 mois, 2 mois. Et c'est quand ça a été terminé que il a lu. Il l'a lu et qu'il a travaillé avec les images. Donc les images, il a mis les images sous le texte. Alors avec ça c'est son travail, et moi je ne suis pas intervenue non plus dans son travail. Je ne pensais pas, je ne pensais pas. Quand j'ai commencé, je me suis dit que je n'allais pas me soucier du regard de mes fils, parce qu'ils sont 2. Je n'allais pas du tout me soucier de leur regard, pas plus que quand j'ai écrit mes autres livres, je ne me souciais de leur regard. Voilà, on peut dire ça de cette façon-là. Et non, vous parlez de l'usage de la photo. C'était peut-être là. Non, j'ai pas eu davantage de contraintes. J'ai la faculté d'oublier complètement qui lira ou lira pas. C'est ça. Ainsi, je vais prendre un exemple tout à fait récent, qui est le discours que j'ai écrit pour le Nobel. Eh bien, alors, au début, oui. Il n'a pas eu lieu encore, c'est un scoop. Non, il n'est pas sorti. Donc, voilà, je me dis, c'est affreux, je vais jamais pouvoir écrire ça. Jamais je vais pouvoir écrire un texte. Finalement, je préférerais mourir plutôt que de faire ce discours. Et puis, bon, je me dis, mais il faut le faire quand même. Et donc, j'arrive à m'abstraire. Et là, bien là, j'ai oublié. J'ai oublié devant qui serait prononcé, etc. J'ai tout oublié. Voilà. Donc, vous verrez ce que ça donne dans ces cas-là. Alors, David aussi a oublié un certain nombre de choses, parce que visiblement, il y a un tiers, voire la moitié du texte que vous aviez écrit qui a été coupé. Ah oui, ça correspond à quoi, du coup? Alors ça, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'images pour le texte. Qu'est-ce qu'il a coupé? Alors, ce qu'il a coupé... il y a oui, alors une chose dont je me souviens, c'est avant le Chili, on a fait escale au Brésil. Donc tout le Brésil est parti, si vous voulez. Voilà. Tout ce qui est Rio de Janeiro. C'est 3 jours, c'est pas beaucoup. Mais disons que voilà, j'avais un commentaire sur le Brésil, qui était une dictature à l'époque. Pas oublier. Ça, ce passage-là. Le reste, c'est assez mineur, je pense. Je veux bien du coup qu'on parle un tout petit peu de ça, du rapport à l'histoire, parce que quand même, un des enjeux du film, c'est de créer des points de rencontre avec l'histoire. Oui. Alors ça se voit dans les événements qui sont racontés, le désir d'élection de Mitterrand, le mandat de Giscard qui couvre une partie de la période, etc. Mais ça se voit d'une autre façon aussi, et je pense aux enjeux souterrains qui permettent de relier le passé au présent, et donc j'ai l'impression que c'est vraiment un des axes du texte, mais aussi du montage. En particulier sur la question de l'écologie, par exemple, qui est quand même un fil réel sous-jacent. C'est un fil sous-jacent parce que justement, il y avait une forme d'écologie à l'époque, dans les années 70. Il y avait quand même beaucoup de gens qui partaient élever des chèvres, qui vivaient en Ardèche. Ma belle-sœur était installée en Ardèche, Dominique était installée en Ardèche, elle, depuis très longtemps, bien avant.
et pour des raisons tout simplement parce qu'elle était homosexuelle et que c'était très très difficile à vivre dans sa famille déjà et d'une manière générale, et puis surtout elle avait envie d'une autre vie et elle faisait partie justement de ces gens qui parlaient de la centrale nucléaire sur le Rhône, bien. Et en même temps, il fallait bien constater que René Dumont avait fait 2% à l'élection présidentielle de 1974, bien moins que Arlette Laguiller. Voilà. Donc, et oui, c'est montrer ce qui a été semé dans les années 70 n'a pas vraiment pris pour l'écologie. Et moi, ce qui me frappait, c'est de voir ces paysages quand même si beaux de l'Ardèche qui sont maintenant, je veux dire, menacés. Enfin, toute la terre est menacée par les activités humaines dont on ne se rendait pas compte à l'époque à quel point elles étaient polluantes et destructrices, bien sûr. Ça, c'est un fil, bien sûr. Et on voit bien que c'est un fil qui permet du coup de faire en sorte d'éviter totalement la nostalgie, alors que ça pouvait vraiment être un risque que prenait le film, c'est-à-dire d'être entièrement tourné vers le passé. Or là, on voit bien que ça connecte sans cesse votre passé et le passé de l'histoire de France, des 30 Glorieuses, pour être direct, et des enjeux tout à fait contemporains. Bon, moi, je n'ai aucune aptitude à la nostalgie. Non. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les années, où je reprends 60 années de la vie française, mais aussi à travers cette vie française, la mienne. Je n'éprouve aucune nostalgie, je ne manifeste dans le livre aucune nostalgie. Et dans le film, je n'avais pas non plus quelle nostalgie avoir. Je veux dire, ça m'a toujours donné un sentiment de fausser la nostalgie, parce que on se représente le passé sous des couleurs qui sont jamais les bonnes. Je vois bien dans le film, je vois bien aussi la femme qui qui est vraiment taraudée par vraiment beaucoup de problèmes de couple, des problèmes familiaux et des problèmes, bien sûr, d'écriture. Voilà. Donc, c'est pas une période, c'est une période difficile, oui, je le sais. Tu veux vraiment pas poser ta question, tu savais pas comment la poser, alors il faut la poser maintenant. Non, c'est que, évidemment, vas-y, mais je sais que tu peux. C'est la phrase de fin des années, mais je vais prendre, parce que j'ai peur de la dire pas comme il faut. Je sais que c'est quelque chose, c'est sauver une époque dans laquelle nous ne serons plus. Sauver quelque chose. Non, sauver quelque chose. Un peu plus, je sais pas trop. Vous connaissez pas vos livres par cœur? Mais non, mais c'est sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. Exactement. Le cinéma, c'est ça. Et voilà. Et en particulier le cinéma documentaire. Oui, c'est ça qui m'a beaucoup frappé et touché là. Voilà cette espèce de continuité. Le cinéma, et alors le cinéma amateur, c'est des gens qui tirent qui tirent pour toujours. C'est vraiment, c'est ça la magie du cinéma au départ. Moi, je me souviens très bien que quand mon premier enfant est né, mon mari, on était étudiants, et mon mari disait: oh, mais il faut qu'on ait une caméra pour le filmer quand il va à la naissance. C'était donc en 64, et en fait on n'avait pas assez d'argent pour ça, donc il n'y a pas eu de caméra, et on attendra donc presque 10 ans pour avoir une caméra. Mais c'était ça, c'est-à-dire vraiment sauver les premiers moments de la naissance, ce qui, bien sûr, les années passent et on se retrouve adulte, et voilà, c'est ça, hein, le cinéma amateur. Hein, ouais.
ce qui dans le film trouve un point d'incarnation par la présence des ruines, qui sont assez fortes, et qui d'ailleurs font l'objet d'une interrogation, notamment en Albanie, sur qu'est-ce qui reste finalement des années plus tard, et où on se rend compte que les ruines du pouvoir ont entièrement disparu, que tout ce qui a trait à la représentation officielle au pouvoir a disparu, alors que les ruines antiques, elles, sont encore en place. Et ça, c'est fabuleux quand même, parce que c'était un régime qui paraissait, comme pour en URSS, qui paraissait pour 1000 ans, hein, et rien. Et les ruines de l'Illyrie, c'est l'Illyrie, sont vieilles de je ne sais combien, déjà de plusieurs millénaires. Oui, donc ça laisse tout à fait songeur, et c'est très beau aussi, ça. Et est-ce que vous avez le sentiment que vos livres resteront? Alors là, je ne me pose pas la question. Je ne me pose pas la question parce que je sais à quel point la postérité est capricieuse, pour le moins. Non, je trouve déjà très beau, très fort et formidable que dans le présent, mes livres, sur plusieurs années, aient eu un écho, été discutés, et peut-être aidé à vivre, voilà. Donc c'est ça. Moi, je pense que là-dessus, je suis très sartrienne. Pour Sartre, c'était vraiment dans le présent qu'on avait une action en écrivant. Et c'est sûr, si on cherche des sources philosophiques à mon écriture, ou comment je réagis, c'est du côté de l'existentialisme qu'il faudrait chercher. Ça tombe bien parce que pour Sartre, les spectateurs font la moitié d'une œuvre, c'est donc le moment de leur donner la parole. À vous. Qui veut poser la première question? Vos réactions? Non. On a vendu la salle hyperactive, tout ça, pendant tout le dîner. Vous ne pouvez pas faire ça. Alors, vaincre votre timidité. Là-haut. Bonjour, déjà merci d'être là ce soir, c'est super de pouvoir vous rencontrer. Alors personnellement en fait, je suis élève de Cagnes et donc je vous ai découvert cette année avec les années justement au programme de l'ENS, et donc je me demandais ce que ça vous faisait d'être pour la deuxième fois en moins d'une dizaine d'années justement à ce programme de cette école. Sachant que, en plus, personnellement, je trouve que votre livre est le plus intéressant du programme de cette année. Moi, les autres. Je me posais la question. Voilà, donc qu'est-ce que ça vous fait d'être au programme de cette écoutez, la première fois, c'était en 2017-18, et j'avais ça m'avait fait un choc heureux, bien sûr, parce que d'abord connaissant l'habitude des programmes, quel genre de programme il y avait en Cagnes, j'étais une belle surprise parce qu'il y a rarement des femmes déjà, et puis des ouvrages contemporains. Et j'étais curieuse de savoir comment les étudiants liraient ce texte, sachant que il était terminé en 2007. Et donc, ça appartenait à leur enfance, la période la plus récente. J'ai eu des échos et c'était formidable de voir comment d'un seul coup, ce que leur racontaient leurs parents et leurs grands-parents, eh bien, c'était plus incarné à travers le livre qu'à travers les propos des parents. C'est ça qui est... et je comprenais d'un seul coup, au fond, ce qu'est la littérature par rapport au langage, aux récits oraux, etc. Oui. Et donc, c'est effectivement... j'en suis
c'est vrai que j'éprouve une certaine fierté, oui, je peux le dire, d'être au programme voilà, de Cannes. Et en plus, souvent, il y avait une découverte d'une forme différente. C'est-à-dire qu'on imagine l'autobiographie toujours d'une certaine manière. Quelqu'un commence à raconter « je suis Néa » et là, pas du tout. C'était quelque chose une sorte d'unanimisme de collectif, tu vois. Donc, avec en même temps, à travers les photos décrites, voilà, donc un parcours de vie, de pensée, de mémoire aussi, parce que ces photos, pour moi, ces photos, c'était en quelque sorte des arrêts pour permettre de faire des arrêts sur mémoire et des projections sur l'avenir. Comment on peut voir l'avenir quand on a 20 ans, quand on en a 30, etc. Alors évidemment, c'est ma propre mémoire, moi je n'invente pas. Je n'invente pas. Parce que inventer, ce serait... voilà, je suis fondamentalement à la recherche du réel. Et donc, je ne voilà, c'est comme dans le film de Truffaut. Si c'est rouge, c'est rouge et c'est pas bleu. Voilà. Quand vous vous souvenez de quelque chose, justement, pour parler du film de Truffaut, dans le film de Truffaut, on va changer la couleur de la robe en fonction du souvenir. Or, vous, quand vous vous souvenez, vos souvenirs, ils sont mouvants. Est-ce qu'ils sont si précis que ça? J'ai une mémoire que mon mari qualifiait de pathologique. Voilà. Ah, donc vous êtes sûr de la réalité de vos souvenirs? Ah, pas toujours. Donc, attendez, je ne vais quand même pas dire, voilà, je ne mettrai pas ma tête à couper sur certaines choses. Mais, voilà, j'ai un exemple très, très récent. Je ne sais pas si vous connaissez l'écrivaine Catherine Cusset. Oui. Nous nous sommes vus quand elle habitait aux États-Unis, et moi je suis venue aux États-Unis pour une ou deux conférences, et elle m'invite chez elle, et il y a ses parents. Enfin, voilà. Moi, il y a son père, sa mère, et il y a Serge Dubrovsky aussi, qui était aux États-Unis. Bien. C'était en 2002. Et elle me contacte il y a peut-être 2 mois, enfin, de temps en temps, et je lui reparle de ce repas. Et je lui dis, oui. Elle me dit, ah, non, mon père n'était pas là. Mon père n'était pas là. Ah bon? Je me dis, bon, alors, voilà. Et non, je t'assure, mon père n'était pas là. Et puis je dis, mais pourtant, il me semble bien. Je vais demander à ma mère, dit-elle. Et elle demande à sa mère. Et sa mère lui dit, mais si, bien sûr, ton père était là. Bien sûr, il était là. Alors, elle est complètement renversée parce qu'elle se dit qu'elle a évacué son père. Donc, voilà. Bon, ça devient drame. Voilà. Mais oui, je peux me souvenir de 20 ans auparavant, avec précision. Oui. Voilà. Donc, c'est ce qui vous explique que je me fie quand même beaucoup à ma mémoire. Voilà. Proust aussi avec la mémoire. Merci beaucoup. D'abord, j'ai 2 questions. Une, dans votre texte, vous citez de temps en temps un journal de l'époque, mais ça reste très succinct. Est-ce que vous aviez envisagé quand même de faire dialoguer plus le journal de l'époque avec ces images? Dans des films de famille, on retrouve ce dialogue entre le journal de l'époque et des images de la même époque. Et voilà, si oui ou non, pourquoi vous avez exclu cette possibilité? Et deuxième question, est-ce que vous avez aussi regardé d'autres films de famille pour avoir une idée, ou pas du tout? Vous êtes lancé dans... Alors, je réponds tout de suite, je n'ai pas regardé de films de famille du tout, sauf peut-être Serge Gainsbourg et son épouse Jane Birkin. Jane Birkin a fait des films de famille sur Serge et les enfants. J'ai vu ça, effectivement, et moi je disais, je ferais tout à fait le contraire.
Voilà. Bon, d'abord parce que elle sait très bien en écrivant, en faisant qu'elle est une célébrité. Moi, je ne suis pas une célébrité. N'était pas. Pardon ? N'était pas. Oui, voilà. Non, excusez-moi, non, on n'était pas. Oui, bah, enfin, je veux dire, dans le film, je suis une femme ordinaire, je suis une femme prof, etc. Bien. Et j'écris pas encore non plus. Enfin, si, après, j'écris 3 livres tout de même. Mais non, bon. Je n'ai pas. Mais alors, le journal, je vois pas très bien comment j'aurais pu faire dialoguer davantage le journal avec les images. Parce que ça aurait été vraiment un film trop, je veux dire, trop personnel, trop intime. Je n'avais pas envie, et quelquefois le journal est d'une extrême violence dans mon cas. Donc c'est pas un film qui pouvait présenter ces contrastes. Et pourquoi ? Non, parce qu'il aurait fallu... à partir du moment où on entre dans quelque chose de plus intime, il faut, enfin à mon sens, il faut donner plus d'éléments. Vous voyez, là, moi je ne voyais pas du tout en prenant un exemple très simple, je ne voyais pas du tout, par exemple, avec l'Espagne. Je dis qu'en Espagne, effectivement, c'est le moment où ça ne va pas du tout. Mais je ne pouvais pas entrer vraiment dans le détail. Ça ne me paraissait pas aller avec le film. C'est difficile de le dire, mais je pense que quand on écrit un livre et quand on fait un film, il y a des choses qu'on sent et on ne se pose même pas la question. Voilà. Mais quand même, on a envie de vous demander là, quelle est la différence entre l'écriture qui peut être violente pour vous, et très violente et même crue, et le cinéma, où là, il faut rester dans quelque chose qui doit être peut-être plus contrôlé, je ne sais pas. Comment vous voyez cette différence ? C'est ce que j'essayais la piste que j'essayais de vous indiquer tout à l'heure. Oui. Qui m'a posé question. Alors, disons que j'ai adopté un ton distant dès le départ avec le film, avec les images, mais c'était... Je ne peux pas expliquer pourquoi je n'allais pas... je voulais pas avoir quelque chose de plus violent, effectivement, de plus personnel, de plus qui ne me paraissait pas du tout aller avec ce qui avait été filmé. C'est ça. Je me suis vraiment, je me suis soumise à une idée peut-être que j'ai du cinéma. Et justement, j'avais envie de vous demander, c'était quoi cette idée du cinéma ? Qu'est-ce que vous avez aimé en fait comme film, ou à quoi vous avez pensé en faisant ce film-là? Parce qu'on s'est rencontrés toutes les deux avec un film autobiographique que j'ai fait. Oui, absolument. Demain et encore demain. Demain, oui. Alors, écoutez, vous avez présenté en 98. Oui. Alors, si j'avais eu un modèle, c'était celui-là. Non, mais réellement, j'ai pensé en venant. Moi. Oui, mais alors là, dans ce film-là, vous êtes beaucoup plus en retrait. Ah oui. Et alors moi, j'ai pensé, à ce que c'est que de lire à voix basse et de lire à voix haute. C'est-à-dire que si vous lisiez à voix haute vos livres ou votre journal, c'est une très bonne question, est-ce que ce serait supportable pour vous ? Vos livres, on les lit à voix basse. Oui, moi je ne pourrais pas lire à voix haute, pas du tout. Voilà. Non. Et vous destinez le journal à la publication, je crois. Oui, mais post-mortem. Uniquement post-mortem. Parce que c'est trop violent. Je ne comprends pas qu'on puisse publier un journal de son vivant, parce que, ou alors vraiment on est très fort et on pense qu'on a... Anaïs Nin, mais dans 2 versions. Oui, mais non, moi, ma liberté, c'est de pouvoir écrire ce que je veux, et quand je serai morte, basta. Voilà.
Il n'y aura plus de juges, comme je dis. Une autre question. Bonsoir. J'ai une question un peu plus intime. Ce qui m'a frappée, c'était que vous nommiez votre mari Philippe Ernaud. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Mais spontanément, il faut expliquer tout de même que je suis séparée depuis 1982 et que je n'ai jamais revu mon mari depuis 1987 et qu'il est décédé en 2009 sans que je l'ai jamais revu. Et non seulement revoir, mais au téléphone, nous avons cessé de nous parler exactement en 1991. Vous devinez que les rapports n'étaient pas, même après le divorce, n'étaient pas excellents. Donc, j'ai pris l'habitude dans la vie courante de moins dire mon mari que Philippe Ernaud. Voilà. Cela dit, on voit, je porte son nom. Il m'a donné, si on peut dire, son nom. C'était un peu la coutume à l'époque. On ne se posait même pas la question, en se mariant, de prendre le nom. Et je vois bien que c'est un étonnement. Et alors, je mets ça en rapport aussi avec des amis de mon âge qui sont dans les années, à peu près les mêmes années que moi, se sont séparés de leur conjoint et qui souvent aussi utilisent voilà, cette formulation comme quelqu'un qui est à la fois proche à cause du même nom, mais qui en même temps est devenu étranger. Voilà. Vous avez dit au début du film, vous dites mon mari, et assez vite vous basculez sur Oui, Philippe. c'est ça, oui. D'autres questions ou remarques? Oui, moi c'était une question sur le cinéma aussi, puisque là on vous voit faire un pas vers le cinéma. Et c'était à propos du fait que vos œuvres seront adaptées aussi au cinéma en même temps. Et vous dites que vous voulez traquer le réel et l'intime dans vos livres. Quel effet ça fait du coup de voir vos livres adaptés au cinéma, donc vous échappez et échapper au réel aussi, puisqu'ils sont joués par des comédiens, des visages qui ne sont pas les vôtres? C'est toujours un pari lorsqu'on me demande d'adapter. Mais je trouve ça très excitant, quelque part, de voir ce que je sais déjà, que ce sera un objet différent. Automatiquement, bien sûr, parce qu'un livre et un film, ce n'est pas la même chose. Mais je ressens une curiosité pour ce qui sera fait, et je trouve déjà que c'est un pari fabuleux. C'est un cinéaste, une cinéaste décide d'adapter un livre. C'est à la fois un désir profond à chaque fois. Et en même temps, c'est un gros risque à prendre, bien sûr. Et il y a un travail important à partir du texte, transformation du texte en image. Il y a des coupures, c'est évident. Donc, j'admire ce travail qui est fait la plupart du temps. C'est quelquefois le texte. Il y a une part de deuil, et ce deuil, ça dépend des films, mais ce deuil, il est que je fais intervenir presque toujours l'écriture du texte dans mes textes, c'est-à-dire comment j'écris, pourquoi cette façon, et ça passe pas dans l'image. Voilà, mais il faut accepter, je pense, ce deuil qui est différent suivant les films. On ne vous a jamais proposé d'écrire pour le cinéma, d'être scénariste?
Je crois que si, mais j'ai répondu non. Non, je ferai pas. Non, parce que je ne pense pas de cette façon-là. Je ne pense pas en image. Vous écrivez des mots images quelquefois. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Une autre question. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez tenu votre promesse de 20 ans? Est-ce que vous avez vengé votre race? C'est une question que je me suis posée aussi. Alors, au moins une chose, c'est que je ne l'ai pas oublié et que je ne crois pas l'avoir, que j'ai fait tout pour ne pas la trahir par l'écriture. Parce que écrire aurait pu être justement de plus tenir compte de ce monde, plus d'oublier réellement. Et c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Donc, je crois que j'ai fait ce que je pouvais. Est-ce que j'ai vraiment réussi? C'est une affaire politique, là. C'est plus une affaire personnelle seulement, je crois. C'est une affaire collective aussi. Mais mes engagements hors littérature font partie de ça aussi, bien sûr. Et vous avez écrit que vous aviez choisi très précautionneusement l'expression « venger ma race » et non pas « venger ma classe ». Quelle différence vous faites entre les deux? Alors, non, tout simplement, c'était que quand j'ai écrit ça, j'étais étudiante en littérature et je lisais Rimbaud. Et Rimbaud, dans un écrit, je suis de race inférieure de toute éternité. Et c'est vraiment avec cette phrase en tête que je pense, c'est pas à peu près certain, que j'ai écrit que je voulais venger ma race. Je l'ai écrit à 2 endroits. Je l'ai écrit dans mon journal intime et dans mon agenda. J'avais un petit agenda pour... j'avais les deux. Et dans l'agenda aussi, j'ai découvert ça cette année avec surprise, que j'avais écrit aussi. Voilà, donc c'était vraiment... c'était vraiment quelque chose qui me tenait et qui était lié à l'écriture, vraiment. Une autre question? Juste pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, effectivement, il n'y a pas du tout d'image de la Normandie dans cette... Alors c'est votre mari qui filme effectivement les images, et voilà, c'était juste ce que je voulais faire, merci. Non, je crois qu'on n'est pas allé souvent en Normandie. Ma mère vivait avec nous. Elle avait vendu son commerce. Donc on ne retournait pas en Normandie, c'est ça. Et la Normandie était, pour moi, quand je suis partie, je me suis mariée c'était quelque part, c'était fuir aussi. C'était fuir le monde, c'était fuir le premier monde. Yvetot, je ne l'ai pas eu, c'est pas resté comme des beaux souvenirs, jamais. Charleville pour Rimbaud non plus. Non. Je me suis demandé si vous faisiez des photographies, parce que vous avez beaucoup commenté les photographies. C'est Marc Marie qui fait des photos dans l'usage de la photo. Oui, c'est votre film qui monte, c'est votre fils qui monte le film, votre mari filmé, et vous alors? Non, j'avais le désir de faire des photos quand j'étais adolescente, mais je n'avais pas d'appareil photo. Voilà, donc c'est tout. La technique, c'était... Il y avait quand même, il y avait, en dehors de la lecture des livres qui sont liés à ma mère, il y avait une assez grande pauvreté culturelle dans ma famille.
Et personne autour de nous ne faisait de la photo, vraiment. Personne. Alors si c'était mon père qui photographiait aussi. Ma mère n'a jamais photographié. C'est mon père qui photographiait et qui. J'ai des photos prises, effectivement, des photos qui sont de mon enfance, celles qui figurent dans le petit livre, là, Retour à Yvetot. C'est mon père qui les a prises, même. Je veux dire, c'est lui qui prend les photos quand j'ai 20 ans. Oui, c'est toujours lui qui prend les photos. Vous voyez, c'est comme si c'est toujours, oui, c'est toujours genré. Là, ouais. Digression cinéma, mais je fais ça comme ça. Dans l'émission La Grande Librairie, à un moment, on lit l'extrait et on fait un extrait de La Place. Et l'extrait dit que le saut culturel s'établit quand on vous demande de choisir entre Jacques Tati et René Clair. Oui. Et c'est devenu René Char dans la bouche de la lectrice de ce soir-là. Ah bon? Si vous l'aviez remarqué. Ouais, ouais. Non, je n'ai pas remarqué. Alors, évidemment, moi, ces deux exemples-là m'ont paru très très significatifs. Oui, le choix des deux cinéastes. Oui, tout à fait. Une autre question. Oui, bonsoir. Je suis très émue parce que j'adore ce que vous faites. C'est pas tellement une question, c'est plus un témoignage. En fait, vous avez une très bonne mémoire, moi j'en ai une très mauvaise, et tout ce que je lis de vos livres et le film qu'on vient de voir n'arrange rien. En fait, quand je vois toute votre œuvre, il y a un mot clé qui me vient, c'est génération. J'ai eu la chance que ce soit ma fille qui me fasse découvrir votre travail, puisqu'elle était en Cagne l'année où il y avait nos années. D'ailleurs, je l'ai là. Voilà, je l'ai gardé avec moi. Et donc, quand je vous lis, je me retrouve dans ce que vous êtes, vous. Et puis là, quand je vois le film, je me retrouve plus dans ce que sont vos garçons. Enfin, il y a une espèce de mixage de génération que je trouve absolument extraordinaire. Voilà, merci beaucoup. Écoutez, merci. Merci. Je n'avais pas pensé que ça puisse se mélanger. Je pensais qu'on se projetait. C'est avec vous. Oui. C'est mieux. Une autre remarque ou question? Oui, je voulais vous remercier pour votre film qui, je trouve, retrace des années moi que je ne connais pas, que j'ai découvert. Un peu plus fort et plus près de la Oui, donc je disais que c'est un film que, moi, c'est des années que je ne connais pas, et donc c'est un film qui retrace des années de manière à la fois intime et politique d'une époque que je découvre et que j'ai beaucoup de plaisir à découvrir. Et ma question, c'était... pourquoi, de quelle envie pour vous vient de faire ce film-là, si ce n'est pas cette nostalgie-là, parce que évidemment dans le rapport aux images, il y a forcément cette chose de la nostalgie que vous décrivez d'ailleurs dans votre texte, et là en vous entendant dire de manière un peu ferme que ce n'était pas par nostalgie du tout. Voilà, je me posais cette question. Et pourquoi, du coup, alors, c'est pas de manière la générale, nostalgie. pourquoi écrire? Pourquoi votre envie d'écrire, mais ça... Alors, l'envie, oui, le plaisir que j'ai eu à faire ce que m'avait demandé mon fils, il est venu de ce sentiment de reconstruire le temps. C'est ça. Et c'est-à-dire de refaire un chemin déjà vécu, mais d'une autre manière, et de lui donner une consistance et d'éclairer, de faire exister ces années 70 qui n'existaient pas de cette manière-là dans ce que j'ai fait, même si dans mon livre les années, évidemment, elles apparaissent après 68, etc. Mais là, c'était effectivement d'une manière, je veux dire, presque extrêmement matérielle, avec des corps, avec des objets, mais ce n'est pas de la nostalgie, c'est une forme de mélancolie. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Nostalgie, c'est quand même une sorte... On voudrait y être encore.
Moi, je voudrais pas y être encore là-dedans, hein, dans ces années-là. Non, non, pas du tout. Je pense que je sais que c'était au fond, c'est comme le présent, comme ce présent d'aujourd'hui, c'était la même chose. C'est-à-dire, on ne connaissait pas la suite, on ne savait pas. Et que, par exemple, quand on votait Mitterrand, et que Mitterrand était élu, et qu'on était si heureux, on ne connaissait pas la suite. Bon, voilà, et puis tout est comme ça, et que voilà, quand je me vois à l'écran au début, je ne sais pas que... comme vous voyez à la fin, on me voit un petit peu boiter. Hein, voilà, donc je vais avoir des problèmes de hanche, etc. Bon, et c'est ça. Je veux dire, j'ai conscience tout le temps de ça, mais ça n'empêche pas de vouloir justement presque solidifier, créer ce temps-là, le sauver. C'est ça, le sauver. Mais c'est pas du tout la nostalgie. Et ce serait quoi la mélancolie alors? La mélancolie, c'est celle de voir, tout simplement, c'est que la vie passe, les choses passent, et voilà, c'est la couleur dorée du temps. C'est la fin du film. Voilà. On prend encore 2 questions. Allons-y. Si vous pouvez parler du hors-champ, c'est-à-dire... On a le droit, allez-y. Ben, on ne vous voit pas écrire. Est-ce que les images existent? Plus fort et plus près de la bouche. On ne vous voit pas écrire dans le film. Et donc, voilà, je me demandais si les images existaient. On ne voit pas écrire parce que jamais en film on est en train d'écrire. Non, mais par exemple, vous évoquez votre passage à la télé dans Aujourd'hui Madame, et ça n'apparaît pas dans le film. Ça, vous avez hésité à le mettre ou pas? Parce que là, pour le coup, c'était votre apparition comme écrivain. Il aurait fallu faire intervenir une image des images extérieures. Ah oui, mais non, là, c'était pas possible. Je veux dire qu'il était impossible. On a même pensé, mon fils et moi, à des diapos qu'on a prises, parce qu'on prenait aussi des diapositives. Enfin, c'est mon fils aîné qui prenait des diapos et des photos, donc de mettre, mais on a renoncé à ça, effectivement. C'était vraiment de prendre que les films Super 8, oui. L'avant-dernière? Oui, je sais, je triche. Et moi? Juste ici. Allez-y. Bonjour Madame Ernaud, je voulais vous demander, parce que vous avez beaucoup parlé de votre manière que vous avez eue de du coup replonger dans ces films et du coup de les incarner à travers votre voix, mais comment l'ont vécu vos enfants qui eux apparaissent dans le film et dont l'un qui a été un des points d'impulsion de cette réalisation? Est-ce qu'il a ressenti le film comme une révélation de son intimité ou plutôt comme un temps cristallisé qu'il va pouvoir partager avec ses enfants maintenant? Est-ce que comme un héritage qu'il partagerait avec ses enfants? Voilà. Je pense que c'est... enfin, avec, par exemple, mes petits-enfants ne considèrent... Enfin, ont été étonnés par ce film. Je veux dire qu'ils sont vraiment... Donc, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une transmission. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de faire ce film plus pour des spectateurs que pour ma famille. Vraiment. C'est un peu ça. Oui. Je crois. Parce que c'est plus tard, je pense que les petits-enfants sont... Trois petits-enfants. Ma petite fille qui figure dans les années et qui a maintenant 19 ans a manifesté un intérêt relatif pour le film. Voilà. Eh oui. Mais moi, il me semble que c'est la question qui se pose là, c'est est-ce que les écrits et le cinéma autobiographique, c'est pas un peu toujours comme ça? C'est-à-dire que peut-être que montrer une telle intimité, et je pense aussi à vos livres, assez proches, peut créer une gêne. Alors qu'à des spectateurs,
C'est différent, on est face à un universel. Oui, je pense que vous avez raison et que ça doit être quelque chose de ça, effectivement. Parce que, en fait, on n'a jamais, je prends l'exemple, on n'a jamais parlé de mes livres entre nous, jamais. Donc, que les petits-enfants ne parlent pas non plus de films, c'est au fond, c'est normal. Je ne saurais pas quoi en dire. Voilà. C'est trop proche, trop intime. Oui, oui. Mais les armoires vides n'entraînent pas de rupture avec votre famille, vos parents. Ah La ben. femme gelée, telle que c'est raconté, y compris dans le film, accroît encore la distance avec votre mari, non? Oui, exactement. Absolument. Ouais. Non, mais ma mère a été très bien là, hein, avec les armoires vides. Mon père était déjà décédé, mais ma mère a été, elle a bien vu qu'elle était, elle était dans le livre. Elle n'a rien dit, strictement rien dit, et c'était le mieux qu'elle puisse faire, puisque sinon, ça aurait donné un clash pas possible, et elle ne souhaitait pas, et moi non plus. La vraie dernière? Merci à vous et à votre fils de nous avoir permis de voir ces images et de les avoir commentées. Moi, je suis très touchée parce que c'est mon époque aussi. Je suis née en 1943 avec une histoire difficile. Je suis abasourdie par votre liberté. Et quand vous dites que vous ne vous souciez pas du regard, en quelque sorte, de vos enfants sur vos livres. Parce que moi, j'ai fait un effort pour être BCBG. Et je pense toujours au songe d'Athalie. Que dire je ne sais pas, je pense qu'il y a eu... au départ, il y a justement ce dont je parle, c'est-à-dire que j'ai écrit en secret les armoires vides. Et la publication m'a au fond saisi. Et une fois que que le livre était pris par 2 éditeurs, j'avais tellement mis dans ce texte tout ce que je pouvais mettre que je ne me voyais pas me disant non, je ne le publie pas, non, merci bien, etc. Non, c'était là que c'est là la première, si vous voulez, exposition, et après je ne pouvais, enfin, j'avais pris cette liberté, et je ne suis pas revenue en arrière. L'écriture a toujours été pour moi une exigence même de liberté. Et vos fils, qu'est-ce qu'ils vous en ont dit? Pardon? Vos fils, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Le premier livre, c'était vraiment des gamins, quoi. Après, non, ils n'ont pas parlé de mes livres. On ne parlait pas de mes livres. On n'a jamais parlé de mes livres. Maintenant, oui, parce que ce sont vraiment des adultes maintenant. Mais ça remonte pas à plus je dirais, de 15 ans. Alors, cela dit, ils lisaient les livres, hein, mais ils ne m'en parlaient pas. C'est intime. Et vous savez, vous posez cette question, et c'est une question qui revient très 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 souvent dans les rencontres que je fais. C'est comment est-ce possible? Ben moi je vous dis c'est possible. Voilà, on peut écrire. Parce que ça passe très vite. Hein. Ça passe très vite. Bon, il y a un livre par exemple que j'ai écrit qui pouvait paraître... même Bernard Pivot m'a demandé, mais que vous dit vos fils? C'était Passion simple. C'était une liaison amoureuse. Et ça dure 1 an, 2 ans, et puis même pas, puis ça s'oublie. Tout s'oublie. Merci beaucoup, Annie.